En direct de Bamako, au Mali. On va un peu plus loin avec Louis Magloire Kemayou, qui est avec nous, journaliste et président du Club de l'information africaine. Bonsoir, merci d'être avec nous. Co-auteur de Togo, une démocratie en construction, et c'est chez Michel Lafon. On a envie de vous demander à quoi joue la junte, à quoi joue ce gouvernement de transition au Mali. Je crois que nous sommes arrivés à un stade où il faudrait remettre les priorités en place. Parce que quand on suit aujourd'hui l'évolution de la situation sur le terrain, on a l'impression que la victime originelle, c'est la France. Pourtant, c'est un déplacement du problème. La première victime de ce qui se passe dans le Sahel, ce sont d'abord les pays sahéliens. C'est le Mali, c'est le Burkina, le Niger. Parce que si la décision d'attaquer la Libye, de distribuer des armes à toutes les milices qui ont aidé Kadhafi avait été prise en concertation avec les pays africains, notamment avec l'Union africaine, cela serait considéré autrement. Or, depuis cette décision qui a été prise sans consulter les Africains et contre, la plupart du temps, la volonté de ces pays-là, on sent que la main reste prise par la France. D'abord, pour fragiliser et changer le rapport de force qui est aujourd'hui en faveur des djihadistes et des terroristes. Et ensuite, aujourd'hui, pour choisir les partenaires. Parce que si la France avait demandé son avis à la CEDEAO et au Mali pour faire venir le Danemark, peut-être que la réaction aurait été différente. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé, Louis Magloire Kemayou, parce que les Danois disent qu'ils avaient obtenu l'autorisation. Et effectivement, le gouvernement de transition malien dit qu'il n'avait pas d'autorisation, qu'il n'y avait pas d'accord qui permettait aux Danois d'arriver au Mali. Alors qui dit vrai ? On ne peut pas le savoir, mais si les autorités maliennes estiment qu'elles n'ont pas été consultées, je suis tenté de les croire là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui... Ce n'est pas une manœuvre de leur part, c'est ce que dit Florence Parly en parlant de... Non, je n'ai pas l'impression, parce que nous sommes quand même dans un pays qui est en crise profonde. Il y a la crise sécuritaire, certes, mais il y a également une crise politique liée au fait que le pays a connu plusieurs coups d'État, et notamment récemment, il y en a eu 2 d'un seul coup. On a eu droit à un coup double en matière de coups d'État. Donc on ne peut pas minimiser l'instabilité politique qu'il y a au Mali et qui fait que par moment, il n'y a pas toujours cette continuité de l'État dans la prise et la gestion des décisions qui ont été prises. Mais alors, par exemple, le colonel Abdoulaye Maïga, qui est le porte-parole du gouvernement de transition au Mali, il accuse la France de diviser les Maliens, d'instrumentaliser les organisations sous-régionales, de conserver des réflexes coloniaux. Un responsable de la junte a même conseillé à Florence Parly de se taire. On en est là. Donc, c'est tout de même extrêmement tendu. Et elle parle, justement, elle accuse la junte de multiplier les provocations. Jusqu'où cette détérioration, finalement, des relations entre la France et le Mali peut-elle aller ? Je crois que quand Emmanuel Macron, en 2017, à Ouagadougou, avait fait cet aveu catastrophique de dire qu'il n'y a plus de politique africaine de la France, il avait malheureusement raison. Mais il n'a pas réussi à la relancer, puisque là, on est en fin de mandat et les relations sont exécrables. Nous avons eu beaucoup de présidents en France qui ont dit qu'ils feraient la rupture par rapport à la politique de la France-Afrique, qui était celle dans laquelle les élites politiques en France et en Afrique s'entendaient la plupart du temps sur le dos des populations pour les exploiter. Tous ont annoncé, depuis Nicolas Sarkozy jusqu'à François Hollande et maintenant Emmanuel Macron, qu'ils allaient mettre un terme à cette pratique qui était de plus en plus décriée. Mais sauf que, en lieu et place, on a supprimé le ministère de la coopération, qui était en quelque sorte le moteur de la coopération entre les pays africains. Parce qu'il symbolisait cette France-Afrique. Non, ce qui symbolisait, c'était l'Élysée, c'était la cellule africaine de l'Élysée. Et après, les militaires ont pris le dessus. Beaucoup de fonctionnaires qui avaient de l'expérience au Quai d'Orsay et qui avaient un suivi régulier des dossiers ont été écartés parce que leur point de vue n'était pas toujours en accord avec les décisions politiques du ministre des Affaires étrangères. Et donc, il y a eu beaucoup de pertes de terrain pour la France parce qu'il y avait une méconnaissance et un détournement qui a commencé avec la chute du mur de Berlin et l'intérêt de la France pour les pays de l'Est. C'est un échec pour la France, c'est un échec pour Emmanuel Macron. C'est un échec pour la France et cet échec est encore plus incarné aujourd'hui par Emmanuel Macron qui est en réalité à mi-chemin entre la volonté de remettre en selle la politique de la France-Afrique, parce que quand vous voyez, par exemple, la décision qu'il a prise de convoquer à Pau les chefs d'État du G5 Sahel pour les sermonner par rapport au sentiment anti-français, ça a été mal perçu. Vous prenez le dernier sommet, celui de Montpellier, où il remplace les chefs d'État par une société civile qu'il a lui-même choisie. Ce ne sont pas des marques qui donnent de la confiance et de l'assurance dans les relations. Mais est-ce que la junte n'utilise pas ce sentiment anti-français aujourd'hui au Mali ?
Très franchement, je n'ai pas l'impression que c'est un sentiment anti-français. On a l'impression, parce que rappelons-nous quand même l'opération Serval. Quand l'opération Serval s'est conclue et qu'il ne s'agissait que du Mali pour empêcher que le mouvement djihadiste et les terroristes qui fondaient vers Bamako arrivent à Bamako, tout le monde l'a salué. Les drapeaux français ont fleuri, les merci la France ont été en vue. Donc les rapports étaient au beau fixe. Mais aujourd'hui, après 9 ans de coopération, les gens se souviennent quand même que si le problème a pris cette proportion, c'est parce que la France avait causé une partie du problème, qu'elle était en partie le problème, et que même si elle apporte une solution, il faudrait qu'il y ait une certaine forme d'humilité pour que les Africains soient associés et que ce ne soit pas la France qui pose le problème et impose également la solution qui doit permettre d'en sortir. Donc en conséquence, la France va-t-elle partir? Va-t-elle finir par quitter totalement le Mali? Pour l'instant, on parle d'un retrait, on sait qu'elle va réduire ses forces militaires, mais il n'est pas question de quitter le Sahel encore, hein. Ça, c'est la décision des pays qui accueillent la force française. Ce sont elles qui sauront si elles vont maintenir la coopération ou pas. Pour l'instant, les signaux, en tout cas, du gouvernement de transition malien, c'est « on ne veut plus de vous ». Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on ait l'impression, parce que c'est vrai que sur le continent africain aujourd'hui, il y a une espèce de néo-panafricanisme avec une paresse idéologique qui voudrait que toute la responsabilité des problèmes africains soit est attribué, imputé à la France. Ça, c'est un sentiment qui existe et qui est énormément manipulé par certains partenaires. C'est évident que ça existe. Mais de l'autre côté, ce qui existe aussi, c'est que la France, aujourd'hui, ne nous donne pas des clés de lecture de sa politique sur le continent africain et surtout continue de se positionner comme du temps de la guerre froide où on avait le choix, dans une politique néocoloniale, de choisir ses partenaires et d'agir à la place des Africains pour les Africains. On ne peut pas faire le bonheur des Africains malgré eux. Oui, le Mali choisit la Russie, du coup, la force Wagner. Non, je pense le gouvernement de transition, la junte, en tout cas, malienne. Wagner est une entreprise privée russe qui participe de la dynamique aujourd'hui de la Russie, qui est de restaurer sa grandeur de la période soviétique. L'Union soviétique a eu une présence dans le passé dans ces pays-là, notamment au Mali, et donc c'est une reprise de coopération qui est en train de se faire. Mais je n'ai pas l'impression que les Maliens, parce que l'Afrique quand même, reconnaissons qu'elle est devenue aujourd'hui un carrefour diplomatique où se croisent énormément de pays. Les Israéliens, les Chinois, les Turcs, les Français, tous s'y retrouvent. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui dire que parce qu'on élargit son assiette de partenaires, on ferme la porte aux partenaires historiques? Je n'ai pas l'impression que ce soit cela, même si c'est ainsi que c'est interprété et que cela... Même si les tensions sont telles qu'on pourrait effectivement le penser. Oui, mais c'est normal dans la vie des nations d'avoir par moments des hauts et des bas. C'est comme dans des couples. Dans les couples, on n'est pas toujours très amoureux. Il arrive qu'on ne s'entende pas. Vous n'êtes pas si pessimiste que ça, donc, à vous écouter. Merci beaucoup, Louis Magloire. Louis Magloire, que maillot d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Togo, une démocratie en construction, et c'est chez Michel Lafon.